ce débat qui est un petit peu particulier dans le programme du festival, puisqu'il s'agit aujourd'hui vraiment d'essayer de faire entendre de la manière la plus directe possible des récits, des témoignages de personnes qui ont été en migration, qui sont arrivées récemment en Europe au prix de très grandes épreuves, dans des conditions extrêmement difficiles. Vous le savez, très souvent, quand on parle des réfugiés ou des migrants, peu importe le terme, dans certains cas, on parle d'ailleurs de migrants à trier. Quand on veut trier des choses, on déshumanise les gens. On les considère comme des objets que l'on va mettre dans telle ou telle case. Et même au-delà de cela, très souvent, la parole de ces personnes qui sont en migration est transmise par des journalistes, transmise par des intermédiaires qui, même s'ils sont parfois de très bons professionnels, consciencieux et honnêtes, ne permettent pas forcément d'entendre de manière directe ce que les personnes en question ont envie de dire. Et l'enjeu de cette rencontre aujourd'hui, c'est véritablement d'essayer de vous faire connaître, de vous faire partager ces récits, ces témoignages, avec trois invités, trois intervenants. Alors, pour commencer par le bout opposé, Marie Rajabla qui est militante humanitaire, infirmière psychiatrique de formation et qui a passé beaucoup de temps sur l'Aquarius, ce navire qui est en Méditerranée pour essayer de sauver des personnes qui sont en risque de se perdre en mer. Et justement, sur le bateau, sur l'Aquarius, Marie Rajabla a fait ce travail de collecte des témoignages de manière directe. Elle en a fait un livre, Les naufragés de l'enfer, témoignages recueillis sur l'Aquarius, que voilà ici, que vous pourrez trouver à la librairie du festival. Et il y a notamment une signature qui est prévue demain à 17h. Demain à 17h à la librairie du festival. Vous savez où elle se trouve, dans la rue juste au-dessus, en contrebas du cinéma Le Club. Marie nous donnera à lire des témoignages qu'elle a recueillis, notamment des témoignages de femmes en migration, parce que c'est parfois plus difficile aussi d'avoir de manière directe ces témoignages de femmes que des témoignages d'hommes. Et puis nous avons assis à côté de Marie Souleymane Baldé, qui vient de Guinée. Souleymane qui est un artiste, un brodeur, qui était l'an dernier déjà au festival avec une exposition, puisqu'il a brodé les étapes, les récits de sa migration, de son voyage de la Guinée vers la France, un voyage qu'il a entrepris à la fin de l'année 2014. Aujourd'hui, Souleymane vit en France, dans la région, à Lille, dans le Nord, et il continue ce travail de témoignage, et notamment il revient au festival cette année pour réaliser un film d'animation à partir des broderies qu'il a réalisées, qu'il exposait l'an dernier et qui raconte son parcours de migration. C'est un travail, ce film d'animation qui est en cours. Il y a un atelier à la MJC et il sera normalement présenté à la fin du festival. Et puis, à côté de lui, Saïf Saïd Hussein, qui lui vient d'Irak, qui appartient à la communauté yézidi et qui a dû fuir son pays, fuir sa ville en 2014, quand celle-ci, la ville de Shingar, est tombée aux mains de l'État islamique. Saïf Saïd a mené un long parcours de migration à travers la Turquie, la Grèce, le fameux camp d'Idoménie sur les frontières de la Grèce et de la Macédoine, avant de finalement pouvoir arriver en Allemagne, où il vit aujourd'hui, dans la région de Munich. Et puis parce que Saïd ne parle pas français, à côté de lui, Stéphane Moal, qui traduira de l'anglais vers le français. J'insiste sur le fait que véritablement, ce n'est pas un débat classique où il va y avoir un échange d'arguments, de points de vue. Il s'agit plutôt d'écouter ces récits, ces témoignages, mais bien évidemment, la forme de la rencontre sera la forme habituelle, c'est-à-dire que dans un premier temps, nos invités auront la parole et ensuite, il y aura bien sûr des questions, un espace pour des interventions de toute nature. Mais je pense que véritablement l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être moins d'exposer des points de vue généraux
que de se concentrer sur ces témoignages qui sont particuliers, qui sont des témoignages de 2 personnes, mais qui ont néanmoins un intérêt très très grand, je pense, pour nous tous. Alors pour commencer, je vais donner la parole à Souleymane pour qu'il nous parle de son voyage, de son expérience. Merci beaucoup. Je commencerai tout d'abord par vous remercier du moment que vous prenez pour venir écouter ces témoignages. Et voilà, moi je suis d'origine guinéenne. J'ai quitté la Guinée en 2014, fin d'année 2014, au moment où la Guinée était frappée par l'épidémie Ebola. Et quand j'ai décidé de quitter la Guinée, je suis venu tout d'abord au Sénégal, où je suis resté pendant des mois. Mais ce n'était pas facile parce que c'est une période où en Guinée, ou quand on était guinéen dans la sous-région, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, c'était compliqué parce qu'on est vu comme porteur du virus Ebola. Donc, moi au Sénégal, si je me fais contrôler par la police, je pouvais être expulsé en Guinée ou faire la prison parce que les frontières étaient fermées. Donc, depuis que j'ai quitté la Guinée, je ne sais pas si c'était pour moi une malédiction ou quoi, mais tous les voyages que j'ai faits, même la Guinée, je suis sorti clandestinement parce que toutes les frontières que j'ai traversées étaient hermétiquement fermées. Donc, il fallait faire le voyage de nuit, comme on le dit, parce que qui dit voyage clandestin dit voyager la nuit. Et au Sénégal, je faisais déjà de la broderie, où je suis resté sur une plage, plus précisément à Saly, où je vendais les œuvres que je faisais avec mon crochet. Je tricote, je fais des bonnets, des bracelets, des débardeurs et plein d'autres choses avec lesquelles j'arrivais à subvenir à mes besoins. Et quand je suis resté pendant quelques mois au Sénégal, et j'ai gagné un peu d'argent pour pouvoir continuer mon voyage, je suis parti à Bamako, au Mali, où je suis encore resté avec toujours dans l'idée de travailler avec mon crochet et pouvoir subvenir à mes besoins et accumuler un peu d'argent pour pouvoir continuer mon voyage parce que au cours du voyage, on est obligé de travailler au fur et à mesure pour pouvoir payer le voyage de la prochaine étape. Donc quand je suis arrivé à Bamako, je suis resté pendant quelques semaines, je ne suis pas resté longtemps parce que j'avais encore de l'argent. Je suis parti à Gao, ça c'est dans le nord Mali, et la région de Kidal. Et quand je suis arrivé là, c'est là où j'ai compris dans quoi vraiment je me suis lancé parce que c'est à partir de la traversée du désert qu'on comprend dans quoi on s'est lancé, on comprend que c'est vraiment dangereux, ça peut nous coûter la vie. Et c'est à partir de là que j'ai réalisé, c'est vrai que les frontières, ça existe, parce que d'habitude, je vois les frontières, mais sur une carte représentée par des croix. Mais je n'ai jamais su qu'à une frontière, on peut mourir, à une frontière, on doit sauter des barbelés, ça peut nous coûter la vie. Donc c'est à partir de là que j'ai compris vraiment le danger dans lequel je me suis lancé. Et la traversée du désert du nord de Mali, c'est très dangereux. C'est l'une des étapes les plus difficiles du parcours migratoire pour tous ceux qui passent par là. Parce qu'il y a certaines qui partent vers la Libye, par exemple, et ils passent plutôt par le Burkina. Et il y a d'autres qui passent par le Mali, mais pas vraiment dans la région de Kidal. Mais pour aller vers le Maroc, s'il faut le dire, c'est une obligation de passer par là parce que c'est le chemin. Mais le problème est que le désert Touareg, c'est un territoire contrôlé par des rebelles Touareg, des indépendantistes qui veulent créer un État qu'ils appellent Azawad. Et du coup, c'est la guerre, tout le nord Mali. Et la traversée du désert, ça prend à peu près des jours, 3 jours, 4 jours, voire même une semaine. Ça dépend du chauffeur et de l'itinéraire qu'ils choisissent. Donc là, c'était vraiment dur parce que là où j'ai perdu les premiers amis lors du parcours migratoire, c'est dans le désert. Pour ma première fois de voir des personnes qui tirent sur une autre personne, c'était dans le désert. Donc c'est forcément une expérience, mais une très mauvaise expérience vu tout ce que j'ai pu voir dans le désert. Et après des jours de traversée, je suis arrivé à Borj Mouktar, ça c'est en Algérie, où en général, tous les migrants qui arrivent, c'est l'endroit pour travailler, pour pouvoir continuer le voyage. Parce qu'en général, on traverse le désert, on n'a plus rien. Tout a été racketté par les rebelles, plus d'argent, plus d'habits, plus d'objets de valeur. Donc il faut retravailler encore en Algérie pour pouvoir continuer le voyage. Et la traversée de l'Algérie, vu c'est un grand pays, déjà ça prend des mois si on doit travailler à chaque étape, à chaque ville qu'on arrive. Et là, le travail, je ne travaillais plus avec mon crochet parce que en Algérie, c'était dur. Je ne pouvais pas vendre ce que je faisais avec mon crochet. Et je travaillais dans des chantiers de construction. Mais souvent, c'est l'exploitation. Parce que parfois, on peut travailler sans être payé. Et parfois, on peut travailler le soir. L'employeur, il appelle la police et on se fait arrêter. On fait 6 mois de prison.
En Algérie, je n'ai pas fait 6 mois de prison, mais j'ai été arrêté à Marania, par exemple, à la frontière avec le Maroc, où j'ai fait 1 mois de prison dans des conditions difficiles. Parce que pour moi, mon parcours, il allait s'arrêter là et c'était fini pour moi. Donc là, c'était autre chose. Pendant 1 mois, moralement, je n'étais pas bien avec mon ami avec lequel j'étais. Et après 1 mois de prison, ils nous ont relâchés en disant de quitter l'Algérie au bout de 2 semaines. Et si on se faisait reprendre, on allait faire 6 mois de prison. Et on est parti à la forêt parce qu'à Marania, on ne reste pas en ville. Tout le monde reste à la forêt, comme la jungle de Calais. Comme c'est une ville qui fait frontière avec le Maroc, où il faut rester en attendant de passer le Maroc. Mais la frontière, elle est complètement fermée. Par exemple, côté algérien, ils ont creusé un grand fossé de 3 mètres de profondeur avec 2,5 mètres de largeur tout le long de la frontière avec le Maroc. Et côté marocain, ils ont des grillages de 3 mètres de hauteur avec des barbelés tout le long de la frontière. Donc il faut des passeurs qui sont là avec un guide qui fait passer la frontière. Et une fois arrivé à Oujda, la première ville marocaine, on se débrouille pour aller là où on veut, soit à Tanger ou à Nador. C'est les endroits où en général tout le monde se dirige, soit Tanger ou Nador, parce que c'est des villes qui font frontière avec les 2 enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla. Et du coup, quand moi je suis arrivé au Maroc, je suis parti à Rabat, où je suis resté. Après, pour un début, je suis parti à Nador. Et à Nador, je suis resté pendant des mois où c'était très dur parce que je n'arrivais pas à passer. Après 2 GSEC, 2 tentatives que j'ai fait, c'est à la 3e fois que j'ai pu passer en Espagne. Et la première fois quand on a bougé, la boussole a lâché. Du coup, on s'est perdu en mer pendant 4 jours sans manger, sans boire, sans dormir. Parce qu'en général, les passeurs, ils vous donnent un matériel pourri. Personne ne peut traverser la mer avec un Zodiac, c'est impossible. Tout l'espoir, c'est si on est repêché par des organisations, des associations qui travaillent en mer pour sauver des embarcations en détresse. Le seul espoir pour joindre les 2 bouts, c'est être repêché. Et aucun Zodiac ne peut traverser la Méditerranée du Maroc en Espagne ou de la Libye en Italie, c'est impossible. Et après 4 jours, on a été retrouvés par des pêcheurs marocains qui ont appelé la Croix-Rouge et les Marines, qui sont venus nous repêcher. Après, ils nous ont renvoyés au Maroc. Et arrivé au Maroc, ils nous ont envoyés à refoulement. Le refoulement, c'est quoi? On se fait prendre à la frontière, par exemple, marocaine, et nous amène au sud du Maroc, soit à Layoun, ou à Dakhla, ou à Agadir, dans le désert, sans argent, sans manger, sans eau. Il faut se débrouiller pour revenir en ville. Et si c'est une ville où on peut travailler, en général, on travaille pour gagner de l'argent et revenir à la frontière. Et si on ne peut pas travailler, on fait le salam, c'est ce qu'on appelle la manche. On fait la manche pour avoir de l'argent et revenir à la frontière. Et quand je suis revenu, je suis resté des mois. Après un deuxième tentement, comme on le dit en jargon clandestin, on le dit tentement, mais ça veut dire tentative, on essaie, on ne sait pas si on va y arriver. Et la deuxième fois, quand on a bougé, le Zodiac, il était percé, parce que les passeurs, pour l'embarcation, quand ils viennent avec des machettes, ils viennent avec des coupes-coupes. Donc c'est obligatoire de monter dans le Zodiac à partir du moment où on est au bord de l'eau. Parfois, on trouve même des cadavres qui sont là, sûrement des personnes qui ont refusé de monter et qui ont été tuées. Et quand on est arrivé, le Zodiac, il est percé, ils l'ont collé devant nous, ils nous ont obligés à monter. Et tout le monde est monté, on était environ 65 personnes. Après quelques heures, le Zodiac, il a coulé. Et sur ces 65 personnes, on s'est en sorti qu'à 15. Je me suis évanoui, agrippé sur une partie qui flottait. Et je me suis réveillé dans l'ambulance qui m'a dit que tous les autres étaient morts. Et c'est toutes les nationalités confondues de l'Afrique subsaharienne. Il y avait des Sénégalais, des Guinéens, des Gambiens. Et toutes les couches sociales y étaient. Il y avait des femmes, des enfants, des adultes, des vieux. C'était tout le monde. Et c'est vrai que c'est des souvenirs qui resteront sûrement à jamais, même si je revois pas forcément tous les détails du naufrage, mais j'entends encore les voix et j'arrive à revoir encore des amis avec lesquels on a fait la traversée du désert et tout, mais qui n'ont pas pu traverser. Et quand je suis revenu après cet échec, je suis revenu à Rabat où je me suis installé pendant des mois. Après, je suis parti vers Tanger, à Cassiago, où je suis resté à la forêt, mais cette fois-ci, j'ai essayé de passer mais vers l'enclave espagnole qui se trouve dans le territoire marocain qui s'appelle Ceuta, mais séparé par des triples grillages de 7 mètres de hauteur avec des barbelés et toute la technologie possible qu'il peut y avoir sur une frontière. Surtout que là, il ne s'agit pas de traverser une frontière, par exemple, entre la Guinée et le Sénégal ou entre, je sais pas, l'Algérie et le Maroc. C'est une frontière
où tu sens qu'il s'agit de traverser entre un continent et un autre continent, c'est-à-dire le continent africain et le continent européen. Donc, il y a tous les moyens qui sont là pour vous empêcher. Par exemple, si on s'est mobilisé à 20 personnes, 30 ou 50, tout de suite, il y a un hélico, il y a des pick-up, il y a les militaires parce qu'ils ont des radars pour contrôler presque à 20 km de périmètre, quoi. Donc, quand je suis arrivé à Cassiago, je suis resté pendant des mois et finalement, j'ai pu passer à Ceuta, où je suis resté encore pendant des mois au centre de séjour. Parce qu'en général, quand on arrive en Espagne, on ne débarque pas comme ça en ville, on est arrivé et puis c'est fini. Il faut d'abord passer par la police qui vous enregistre. Après, on vous amène au centre de séjour temporaire pour immigrer. C'est le nom, mais c'est une prison en quelque sorte. Parce que c'est là où il faut attendre jusqu'à ce qu'on nous donne les laissez-passer. C'est-à-dire qu'on peut, il nous affecte vers une association, soit à Madrid, à Bilbao, un peu partout en Espagne, on nous disperse comme ça en des petits groupes. Ou parfois, si l'État espagnol décide de vous expulser au pays d'origine, il vous expulse. Parce que c'est fréquent aussi qu'ils expulsent d'autres personnes malgré tout le temps qu'ils ont fait en cours de route pour arriver jusque-là ou tous les problèmes qu'ils ont pu rencontrer en cours de route. S'ils savaient que c'était telle personne, le capitaine qui vous a envoyé, on expulse la personne. Ou bien, il y a d'autres États africains qui ont signé une convention avec l'Espagne de rapatrier ses ressortissants. On peut rapatrier ceux-ci aussi. Donc, tout ce temps qu'on reste au campo, c'est plus comme la forêt, on sait qu'on est arrivé en Espagne, mais le problème est que moralement, c'est très dur. C'est très dur de rester là sans savoir si on sera expulsé au pays ou si on sera libre un jour. Donc, je suis resté pendant des mois. Après, j'ai été affecté vers une association à Madrid qui s'appelle Dianova. Et quand je suis arrivé à Madrid, je suis resté pendant des mois, un mois avec cette association. Après, je suis venu en France et plus précisément à Lille où je me suis installé. Mais en général, pour un début, ce n'est pas facile parce qu'il y a plein de problèmes qu'on rencontre. Non seulement on débarque dans un pays comme ça, où il y a un code culturel très différent qu'on ne maîtrise pas forcément, et on débarque dans un pays où, par exemple, moi je viens dans un pays où il fait chaud et je débarque à Lille en hiver, c'était autre chose aussi. En plus, quand je suis arrivé, il fallait encore passer la nuit pendant des mois dans des tentes. Donc c'est ce qui est plus dur. En hiver, passer la nuit dans des tentes, étant donné qu'on est en France, c'est dur. Même si je prends des photos et que j'envoie à mes amis ou à mes frères pour leur dire c'est pas facile, je suis vraiment, je sais pas quoi faire, faut pas penser que voilà, c'est comme ça. Ils n'y croient pas, ils me disent non, ben, faut pas nous prendre pour des cons. Ça se fait pas. En France, personne ne dort dans des tentes parce que pour eux, c'est ça ils croient. Parce que la France, c'est un pays puissant, elle fait partie des G8, donc voilà, les droits de l'homme sont respectés, c'est impossible de laisser quelqu'un dans la rue. Et quand moi je suis arrivé, c'est ça, je suis resté pendant des mois avant d'être placé au foyer, avant de commencer mes procédures administratives. Mais pour tout cela, c'est très dur. Surtout que le problème de code culturel, avant de vraiment s'intégrer, c'est autre chose. C'est parce que forcément, parfois, on parle à des gens à qui on a envie de parler bien, normalement, comme toute autre personne, mais qui peut le comprendre autrement parce que peut-être on n'a pas utilisé les bons gestes de respect ou, je ne sais pas, les bonnes manières de le faire pour un Français, même si chez nous, ça paraît normal, ici, ça peut paraître anormal. Donc souvent, il y a ces problèmes comme ça où on est confronté, où c'est vraiment difficile. Donc lors du parcours migratoire, il y a tous ces problèmes qu'on rencontre. En général, on rencontre beaucoup de personnes aussi qui font le même voyage que nous, mais on perd beaucoup de personnes aussi en cours de route. Parce que moi, personnellement, je sais que j'ai connu beaucoup de personnes, des bonnes personnes avec qui on a traversé le désert. On s'est séparés parce qu'il s'est fait arrêter, il est en prison et moi, je continue donc comme ça. Et à d'autres personnes, finalement, tu entends qu'ils sont décédés en mer, ils n'ont jamais pu traverser. Et à d'autres personnes qui passent et voilà, on arrive à se revoir en France ou en Espagne. On arrive à se joindre un jour par téléphone s'il rencontre une personne qui me connaît ou si je rencontre une personne qui connaît ce dernier. Donc, mon parcours migratoire, c'était ça, de la Guinée jusqu'en France, qui m'a pris à peu près 2 ans, presque 1 an, 6 à 7 mois. Et voilà, c'est ça. Mais après, pour moi, ça a été rapide parce que souvent, j'ai des amis qui ont fait 4 ans, 5 ans, 6 ans avant de passer. Et il y en a d'autres qui, malheureusement, qui n'arriveront jamais à passer, qui meurent dans la mer. Merci beaucoup, Souleymane. Et donc,
Et donc, je passe tout de suite la parole à Saïd qui va nous, raconter sa propre histoire avec la traduction donc, de Stéphane. Hi everyone, I am Saif, I am from Shingal, Iraq. I started to came, like what happened, I am from a Yazidi religion. And when ISIS came to my city in 2014, in 3rd of August, I tried to escape with my family, but you know, in that time we didn't have money, and it was so difficult to go to Kurdistan because like we are surrounded by ISIS, by Daesh. And then after that, my uncle came from another city, and he bring his car, and we escaped to Shingal Mountain. And we spent one night in Shingal Mountain, and at that time my father was in America. And he contacted me through WhatsApp, and he said that there is like a corridor, it's open between two villages, and you can arrive to PKK, and then you will go from Syria, and then from Syria to Kurdistan. And I and my family, we tried to go from this corridor, but before we arrived to PKK, ISIS suddenly appeared, and they checked me and they checked my family, and they put a woman in one side and they put a man in one side. And before we saw a video, they killed a man and they took a woman, so we were afraid. But after that, they just say, stay here until we will be back. But they take 2 of our cars, and after they left, and I and my uncle, we spoke, and I say him, if we stay here, we will be killed or we will be kidnapped. So after ISIS left, we went back to Shingal Mountain because it's a long way to go to Syria by walking. So we went to Shingal Mountain, and we spent 5 more days in Shingal Mountain. Bonjour à tous. Oh, excusez-moi. Bonjour à tous. Je m'appelle Saïf. Je suis de Shingal, dans le nord de l'Irak, et je suis de religion yézidi. J'ai commencé à quitter, j'ai quitté mon pays à partir de 2014 parce que ma ville était encerclée par Daesh, et je me suis échappé avec ma famille. C'était très difficile de pouvoir rentrer dans le Kurdistan d'Irak parce que nous étions encerclés. Mon oncle a pris une voiture et on a pu comme ça s'échapper dans la montagne de Shingal. Mon père était à l'époque en Amérique, aux États-Unis, et avec WhatsApp, il m'a informé qu'il y avait un corridor possible qui avait été ouvert par le PKK et qui pouvait nous emmener à travers la Syrie jusqu'au Kurdistan. Mais avant qu'on ait pu faire ça, Daesh a soudainement apparu. Ils nous ont séparés, ils ont séparé les femmes des hommes. Nous avions vu une vidéo où on voyait qu'ils avaient tué des gens, donc nous étions effrayés. Et ils nous ont dit restez ici jusqu'à ce qu'on revienne. Ils nous ont pris 2 de nos voitures aussi. Et donc avec mon oncle, nous sommes retournés dans la montagne de Shingal où nous avons passé 5 jours. And after that, we spent 5 days in the mountain, and like with a little food and little water, because we didn't bring something with us to the mountain because just we wanted to escape. And after that, my uncle came from Kurdistan, Iraq, from Duhok, and because this corridor is open, so he came by his car, and because the ISIS took of 2 of our cars, so we don't have a car, so he came from Kurdistan, and he came to Shingal Mountain, and then we went with my uncle to Syria, and then from Syria to Iraq, to Kurdistan. And we stayed 14 days in Kurdistan, Iraq, and then after that, PKK opened the way to Turkey. So we tried to go illegally to Turkey, and in 24 of August 2014, we left to Turkey, and when we arrived to Turkey, we have to choose like the camp. So we stay in Diyarbakir in Turkey 1 year, and after 1 year, because my father was in America, so he made a paper for family. And just my mother and my brother and sister could go because
my brother and sister under 20, and I was older than 20, so I couldn't. But after my family went to America in 9 of December 2015, I decided to come to Europe, and especially Germany. Donc nous sommes restés 5 jours dans les montagnes de Shingal, mais avec très peu de nourriture et très peu d'eau, parce que nous avions simplement l'intention de nous échapper. Nous ne savions pas que nous devrions rester dans la montagne. À ce moment-là, le corridor donc, vers le Kurdistan d'Irak a été ouvert, mais nous n'avions plus de voitures parce qu'elles avaient été prises par Daesh. Et en fin de compte, nous avons pu quand même réussir à y aller en traversant par la Syrie. Et nous sommes donc arrivés au Kurdistan d'Irak après 14 jours. Le PKK nous avait ouvert la route ensuite vers la Turquie. Et nous y sommes arrivés le 24 août 2014. Il a fallu que nous choisissions une ville pour nous établir. Ça a été Diyarbakir, dans laquelle nous sommes restés une année. À ce moment-là, mon père, qui était donc aux États-Unis, a réussi à faire des papiers, à obtenir des papiers pour sa famille, mais simplement pour ma maman et pour mes frères et pour ma sœur. Pas pour moi, parce que j'étais déjà au-delà de 20 ans et donc ce n'était pas possible pour moi. And after that, I tried to come to Greece 2 times, but I didn't succeed. And after I didn't succeed, I tried to come from Bulgaria, from Turkey to Bulgaria, but also I didn't succeed. And after that, I tried about 7 times from Turkey to Greece, but once time we came by rubber boat, and we are 61 people, and I saw like water is came into our boat, so I tried to call emergency because in the boat I was the only one who can speak English, and I tried to call 112, the emergency of Greece, and they sent me the number and I sent my locations, but after that they call me and they say you're not in our water, you are in Turkey water, so we cannot save you, but we will ask the Coast Guard of Turkey to save you. But when the Coast Guard of Turkey came, where our boat is got down in the water, so we're just floating on the water by jacket protections. And when the Coast Guard of Turkey came, before they took a video, and after that they save the children and then women and then men. But when the Coast Guard of Turkey came, 6 people died, 4 children, one young man and 1 woman. And when they saved us, they took us to prison, to jail. And with at that time I was with wet clothes, and they give me blanket in a prison. So by this blanket I got dry. But before I sing in the sea, I sent a message to my father. He was in America, and I told them I am singing in sea. But before he replied, we sang, and my telephone is destroyed. So about 12 hours, he didn't know if I am still alive or if I am died. And when I was in a prison, 1 Kurdish pupil came to prison, and he told me, "What do you need?" I say, "I don't need anything. Just I want to say to my father, I am still alive." And I called my father by WhatsApp because one of the police of Turkey gave me a telephone, and I called him, and I say I am still alive. And about 12 hours, he didn't know if I am still alive or if I am died. And that moment, it was one of the hardest moments that I saw in my life. Donc j'ai essayé de m'échapper de Turquie vers la Grèce par 2 fois, je n'ai pas réussi. Ensuite j'ai essayé vers la Bulgarie, j'ai pas réussi non plus. J'ai réessayé vers la Grèce à peu près 7 fois, et la dernière fois, parmi ces 7 tentatives, nous étions sur un pneumatique, un bateau pneumatique, 61 personnes, et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. J'ai appelé les services de garde-côte de sauvetage grecs, parce que j'étais le seul qui pouvait parler anglais. Mais les Grecs m'ont répondu qu'on n'était pas dans leurs eaux territoriales et qu'il fallait donc eux, ils allaient appeler les garde-côtes turcs, ce qu'ils ont fait. Pendant ce temps-là, notre bateau s'enfonçait de plus en plus et nous ne flottions plus que grâce à des gilets de sauvetage.
6 personnes sont mortes, 4 enfants, un jeune homme et une femme. Et ensuite, quand on nous a ramenés à terre, on nous a jetés en prison avec nos vêtements mouillés. Et heureusement, on nous a donné une couverture pour pouvoir se sécher. À ce moment-là, j'avais reçu un message. J'essayais d'envoyer un message à mon père aux États-Unis. Juste avant que notre bateau coule, je lui avais dit dans quelle situation dramatique nous étions. Mais ensuite, je n'ai pas pu avoir de contact avec lui. Donc pendant des heures et des heures, ils n'ont pas su si j'étais encore vivant ou si j'étais mort. Mais heureusement, une personne kurde est venue dans notre prison. Et grâce au téléphone d'un policier turc, j'ai pu, par WhatsApp, avertir mon père et mes parents que j'étais encore vivant. And the last time I tried from Turkey to Greece, I came from Izmir to Lesbos, and I think it was like the 10th time that I tried. And before I came to Greece, the border between Greece and Balkan country and Germany was open. But when I arrived to Greece, the border had been closed. So I stayed in Greece 3 months. And after that, my father told me and say me, I can pay for you to come illegally to Germany. I say, okay. And my father paid $3,000 just from Greece to Germany. But at first, I make a fake passport, fake Spanish passport. But at first time, they captured me in the airport, and they sent me back. And the second time, I have a German passport, German fake passport. And I tried with German fake passport, and I came from Mykonos to Milano, Italy. And it was 7th of May, 2016. And I stayed in Milano just 2 nights, and then I tried to come illegally from Milano to Munich. And I came by fake passport. It was German fake passport, and I couldn't speak 1 word in German, just like two words like danke and okay, no more. And I came, at first, one girl came in the train, and she said in German, she said, I want to control your ticket. I gave her my ticket and just say, okay, and she left. And after that, when we arrived in Munich, before we got out of a train, the police came. Because I came from Milano, through Switzerland, and then to Munich. So police came and say me, we want to check your passport. And when I gave him my passport, it was German. So they spoke with me in German. They thought I am German, but I couldn't. When they left, I say just danke, and they left. And when I arrived in Munich, it was in 9th of May 2016. So just from Turkey to Greece, it spent 5 months exactly. And when I arrived in Munich, because I have a contact with Michael Bodo, they made a film with me, Open the Border, and Arno Kanter. So they were waiting me in Munich main train station. They rent a car, and they brought me to my brother. And I spent with my brother 4 days, and then I went to my aunt 4 days, and then I applied for asylum in Munich. But I slept 1 night in Munich, and then they transferred me to Regensburg. And after 2 months in Germany, I got asylum for 3 years. And now I have a B1 for German course, and I applied for B2 for German course, and it will begin 26th of September in this year. And I also have a lot of friends in Germany, and I am playing with German people in one football team. Donc, pour passer de Grèce en Turquie, je suis parti d'Izmir et je suis arrivé à Lesbos. Je crois que c'était ma 10e tentative. L'Allemagne avait pour alors fermé ses frontières. Ensuite, mon père m'a dit, bon, écoute, il faut que tu essaies de rentrer illégalement en Allemagne. Il a envoyé 3 000 € en Grèce pour que je puisse rentrer. Je me suis d'abord fait un...
Et je me suis d'abord fait un passeport, faux passeport évidemment espagnol. Puis ensuite, je me suis fait faire un faux passeport allemand. Je suis donc parti de Milan en train jusqu'à... C'était le 7 mai 2016. J'avais passé seulement 2 nuits à Milan et j'ai pris le train pour Munich avec mon faux passeport allemand. Une femme qui contrôlait, une contrôleuse donc dans le train m'a contrôlé mon ticket et m'a dit ok c'est bon, et elle est partie. À cette époque-là, je ne savais dire que 2 mots en allemand, dont danke, qui veut dire merci. Et juste avant qu'on arrive à Munich, la police est arrivée aussi pour vérifier mon passeport. Comme c'était un passeport allemand, malgré que ce soit un faux passeport allemand, ils ont dit ça va aussi, et ils sont partis. Et moi, je leur ai juste dit danke à nouveau. Et donc, entre-temps, j'avais fait la connaissance de Michael Baudu, qui est un réalisateur breton, hein, que vous verrez peut-être cette semaine. Et il est venu me chercher à la station, à la gare de Munich. Et il nous a emmené voir mon frère, qui était déjà là-bas, et mon oncle. Ensuite, on m'a emmené à Regensburg. Et après 2 mois en Allemagne, j'ai eu l'autorisation, j'ai eu le droit d'asile pour 3 ans. J'ai déjà passé mon niveau B1 d'allemand, après avoir suivi des cours. Et le 20 septembre, je vais passer le niveau B2 de langue allemande. Et j'ai beaucoup d'amis là-bas en Allemagne et je joue au football aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Saïf. Je vais donc maintenant passer la parole à Marie Rajabla, peut-être dans un premier temps pour que tu expliques un petit peu ce que tu as fait sur l'Aquarius, le projet qui débouche notamment sur ce livre, et ensuite pour nous lire des témoignages de femmes en migration. Donc, l'Aquarius, vous avez vu pour certains l'année dernière, les migrants ne savent pas nager. Donc, je suis partie sur l'Aquarius l'hiver dernier avec la mission, la 3e mission de SOS Méditerranée, qui est de témoigner. La première étant de sauver les personnes en danger en mer, la 2e étant de les soigner avec l'aide de Médecins sans frontières et de les amener à bon port. La 3e, donc, témoigner. Donc, le premier outil était ce film et le 2e outil est celui-ci. Donc, à bord, je suis rapidement devenue la grand-mère de bord, et donc, là, les personnes n'avaient aucune obligation à me raconter leur histoire. Elles étaient toutes volontaires. Je les laissais arriver, je me présentais et me racontaient qui voulait n'importe quelle partie de son périple, soit même ses rêves, pourquoi il avait ce qu'il imaginait de l'Europe. Voilà. Donc je ne vais pas faire de grands laïus, si ce n'est que notre volonté, et ma volonté plus particulière, elle était de... On n'emploie pas le mot migrant à SOS, on fait des longues périphrases. Les gens qui ont décidé de partir de chez eux, c'est long, mais je pense que c'est la moindre des choses de prendre du temps pour les définir autrement que comme un magma des masses. Donc l'idée de SOS, c'est de témoigner de personnes, de visages, d'histoires. Donc je ne vais pas faire plus de laïus, je vais vous lire l'histoire de 2 femmes. Yasmine, c'est une petite jeune fille de 16 ans de la Côte d'Ivoire. Son père avait été tué par les rebelles. C'était un représentant important dans leur village. Donc elle faisait partie de l'ethnie des Dioula. Et donc dans cette partie, dans sa région, il y avait beaucoup d'affrontements sanglants. Et son oncle a décidé un jour, avec l'accord de sa mère, de partir et de l'emmener en Europe avec sa tante. Une nuit, j'étais de quart de 2h à 4h avec Francis et Kate. Après avoir fait le tour des différents ponts pour nous assurer que tout était calme et que personne n'était trop mal, nous revenions nous asseoir. Le shelter, qui est un abri des femmes, était bondé. Pour la plupart, elles dormaient les unes contre les autres.
écrasée de fatigue et d'émotion. Abby était assise sur le seuil, elle regardait la mer monter à l'assaut du pont. Je me suis trompée d'ailleurs, c'est Abby dont je parle. Elle ne demandait rien, son corps était posé là, tassé sur lui-même. Nos regards se sont à peine croisés, mais ça a suffi. Je suis venue m'asseoir à côté d'elle et nous sommes restés un long moment sans bouger, épaule contre épaule. Je l'ai sentie s'affaisser contre moi. J'ai continué à ne pas bouger pour ne pas l'effaroucher jusqu'à ce qu'elle me dise « Ma, j'ai froid ». Alors je l'ai emmaillotée dans une couverture isothermique. C'est un geste simple qui souvent trouble profondément les rescapés à bord de l'Aquarius. Une attention quelque peu surréaliste sans doute, après ce qu'ils viennent de vivre. De nouveau assise côte à côte, Abby s'est résolument calée contre moi et a commencé à me raconter son histoire. Son récit a été long, précis, et s'est déroulé d'une seule traite. Pas de pause. Au fur et à mesure, elle se recroquevillait sur elle-même, en se balançant d'avant en arrière, pour finir en boule, la tête sur mes genoux. Je ne sais pas laquelle de nous deux berçait l'autre. Ce que je sais, c'est que j'avais été relevée de mon quart depuis longtemps, lorsqu'elle a pu se relever et que les lumières de Trapani dansaient sur la côte toute proche. La traversée du Niger s'est faite sans problème. Par contre, tout a basculé en Libye. Quelques heures après avoir passé la frontière en plein désert, leur chauffeur a été arrêté par les Asma Boys et a été abattu sur place. Abby et la tante, terrorisées, se sont mises à hurler. L'un des hommes les a frappées à coups de poing, de pied. Elles ont été violées toutes les deux par les deux autres hommes. Elles ont ensuite été hissées dans le 4x4 et amenées à la ville suivante, où elles ont été vendues au propriétaire d'une maison de passe, puis séparées. Si au début Abby a refusé de se prostituer, elle a vite compris qu'elle risquait d'y perdre la vie. Il m'a emmenée avec lui au dernier étage, il s'est déshabillé, et comme j'ai refusé de coucher avec lui, il m'a poussée par terre, il m'a battue avec sa ceinture, puis m'a rouée de coups. Je passe. Après, vous pouvez imaginer ce qu'il lui a fait. Je suis restée là plusieurs jours, mais je ne sais pas combien de temps exactement. Je sais qu'il partait, qu'il revenait. J'entendais la porte. Je ne sentais plus rien. Il est venu avec d'autres hommes. Je crois que je me suis évanouie. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Quand je me suis réveillée pendant quelques secondes, je ne savais pas si j'étais morte ou vivante. Et puis la douleur est arrivée d'un seul coup. Elle m'a déchiré le ventre. Et là, j'ai compris que j'étais en enfer. J'ai pleuré. J'aurais tellement voulu rentrer chez moi, revoir ma mère. Mais en même temps, j'ai su à ce moment-là qu'il n'y avait aucun retour possible. J'ai compris aussi ce qui avait dû arriver à ma sœur et pourquoi elle ne me donnait pas de numéro où la joindre. Si ma famille au pays apprend ce qui m'est arrivé, ce serait une honte pour elle. Du coup, je ne pourrai plus jamais rentrer chez moi. Une autre histoire, c'est celle de Zaineb. En fait, les gens à bord nous ont beaucoup raconté, ont pris beaucoup de temps pour nous raconter le trajet sur Terre et un peu sur mer. C'est surtout les trajets sur la Terre qu'ils nous ont raconté. Mais là, Zaineb nous raconte l'histoire de sa traversée en mer. Zaineb a fait partie du bateau où 80 personnes ont péri en mer. C'était la seule femme qui ait survécu. Elle a 19 ans. Mariée de force quelques années auparavant, Zaineb avait décidé de fuir les mauvais traitements que son mari lui faisait subir. Elle est partie avec Fatia, son amie, qui allait, elle, rejoindre son mari, arrivé en Italie l'été dernier. Je la cite. « Dès le départ, les gens ont dit qu'on ne pourrait pas partir avec ce canot.
parce que le moteur faisait un drôle de bruit et qu'il y avait déjà de l'eau au fond. On les a battus, jetés dedans. On ne pouvait pas faire marche arrière. On est parti dans la nuit, vers minuit ou 1 heure du matin. Il y avait beaucoup de vent. L'eau montait de plus en plus. Les gens dans le bateau avaient peur. Il y en avait qui criaient, d'autres qui appelaient Dieu. Des hommes disaient de ne pas bouger pour ne pas renverser le bateau. Ça a duré longtemps comme ça. Peut-être 2 ou 3 heures, j'en sais rien. Puis, les vagues sont devenues plus fortes et le canot a chaviré. La plupart d'entre nous ne savaient pas nager. Le canot était poussé par le vent. Les gens s'accrochaient les uns aux autres. Tout le monde criait. Le canot était de plus en plus loin. Je ne sais pas comment j'ai réussi à le rattraper, parce que je ne sais pas nager. Les hommes l'ont retourné et sont remontés dedans, mais ils empêchaient les autres de monter. Les 2 femmes que tu m'as montrées sur les photos tout à l'heure, elles avaient réussi à remonter dedans, mais les hommes les ont repoussées dans l'eau. C'est pour ça qu'elles sont mortes, qu'elles se sont noyées. Et quand j'ai réussi à m'accrocher aux cordes, ils me repoussaient aussi. Alors, le bateau de sauvetage, l'Aquarius, est arrivé. Ils ont lancé des gilets de sauvetage. Là aussi, les hommes ne voulaient pas qu'on les attrape. Alors, je me suis accrochée au dos d'un garçon dans l'eau, parce que lui, il avait un gilet, et on est venu me chercher. Zeynep m'a raconté son combat d'une traite, sur un ton monocorde. Elle n'a pas eu peur, parce que pour survivre, il faut barrer le chemin aux émotions. Si tu as peur, tu meurs, ajoute-t-elle. Son visage est fermé, son corps dur comme du roc. Je ne sais pas comment elle a trouvé la force de me raconter tout cela. Comme tous ceux dont le voyage a été meurtrier, elle voit les visages des gens qui se noient autour d'elle, qu'elle ferme les yeux ou pas, elle les entend crier leurs dernières paroles. Maintenant, je ne peux plus voir la mer. Merci, merci Marie pour ces témoignages. Alors je crois que le plus simple est peut-être de vous passer tout de suite la parole pour des questions à nos invités, des précisions. Il y a un micro bien sûr qui va se balader sous le chapiteau. Voilà, qui veut prendre la parole? Personne ne se lance. Moi, j'aurais une petite question pour amorcer peut-être les échanges. Une question un petit peu naïve sûrement, mais tous les deux. Soleiman et Saïf, avant de partir, est-ce que vous aviez une idée des difficultés que vous alliez rencontrer sur la route? Soleiman. Bon, moi, avant de partir, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée des dangers que peut représenter un parcours migratoire. Pour moi, ça allait être facile. Je pouvais prendre un bus, traverser le Sénégal, le Mali, l'Algérie, jusqu'au Maroc, ou évidemment, je pouvais passer à Ceuta en voiture sans problème. Mais à mon fort étonnement, c'est en cours de route que j'ai su que tout ce que je m'imaginais, ce n'était pas du tout ça les réalités, quoi. À partir du moment où je suis arrivé, j'ai traversé le désert de Kidal, que j'ai compris que c'était dangereux. Mais à partir de là, c'est impossible de faire demi-tour aussi. Donc, on est obligé de continuer le voyage. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait et je ne savais pas à quoi ça pouvait ressembler un parcours migratoire. Saïf. Yes, because in 2007, in 14th of August, like because we are from different religion, because we are Yazidi, four lorries, big cars, came to 2 of our villages and they bombed it. And at that time, about 300 Yazidi people had been killed and about 900 Yazidi had been injured. And at that time, we know that we are Yazidi in Iraq. We don't have a rights. We must escape because I think
there will not be like Iraq for Yazidi, because just we are from different religions, and in 2014, when the ISIS came, we can't give them our land, it's okay, but we not fight for nothing. They just came and they killed a man, and they took a woman, and they took a children, and they training children to become terrorists in the future. So I think there is no future for Yazidi in Iraq. Oui, en fait, moi je m'attendais à ce que ce soit, je m'attendais à des difficultés parce que dès 2007, on avait déjà été attaqué du fait qu'on ait une religion différente. Nous sommes des yézidis. Notre village a reçu des bombes. 300 yézidis sont morts et 900 ont été blessés à cette occasion-là. Donc à partir de ce moment-là, on a su qu'on n'avait aucun droit, qu'on n'aurait aucun droit dans cet Irak-là, toujours à cause de notre religion. Et quand Daesh nous a attaqués en 2014 et qu'ils ont emmené les femmes et qu'ils ont emmené des enfants pour les entraîner à devenir des terroristes, on a encore plus su qu'on n'avait aucune place là-bas. And in 2014 in Kocho, it's one village of Yazidi village, they came to Kocho, ISIS came to Kocho, and they told them you have to convert to Islam. And they say, okay, we can convert, and they converted to Islam. But after they converted, they killed all the men, and they took a woman and children. Donc ils sont venus dans ce village de Kojo, Daesh est venu dans ce village de Kojo en 2014, et ils ont dit aux gens de ce village de se convertir à l'islam, et malgré la conversion, ils ont quand même pris les femmes et les enfants. Merci. Des questions alors? Oui, derrière. Voilà, j'ai écouté avec attention vos propos. Et je me demande maintenant, en somme, voilà, vous êtes parmi nous, et tant mieux. Vous avez fait un parcours extraordinaire. Et maintenant, auprès des vôtres, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider vos peuples, faire en sorte que toutes ces migrants cessent? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous proposez? Je m'appelle... Donc Souleymane. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est une bonne question, mais je pense que faire quelque chose pour que la migration ça cesse, je pense que ça, je n'ai aucune idée. Je pense que ça va être très compliqué parce que tant qu'il y a la sécheresse qui envahit des villages où déjà ils meurent de faim parce qu'il y a eu la sécheresse, ou tant qu'il y a des personnes qui vivent sous des rafales de balles ou des bombes qui tombent, c'est impossible. Tant qu'il y a des gens qui ne peuvent pas subvenir leurs besoins au quotidien, ils vont tous migrer. Parce que c'est comme ça l'homme est fait. Les esprits, tout comme les cœurs, volent là où ils se sentent à l'aise. Mais peut-être qu'on pourrait diminuer ce flux migratoire. Peut-être en faisant beaucoup de choses, faire des activités peut-être au pays qui peut occuper les jeunes et d'autres choses. Mais là, cela, je pense, ne dépendrait pas des associations, par exemple, qui vivent en France ou des organisations, mais des États africains eux-mêmes. Par exemple, nos dirigeants. Parce que quelle qu'en soit votre bonne volonté de vouloir le faire, si par exemple le président guinéen ou je ne sais pas qui vous amenez de l'argent, ceux qui doivent en bénéficier ne bénéficient pas, ou vous voulez mettre des projets qu'on vous barre la route, c'est impossible. Donc pour diminuer ce flux ou pour vraiment changer quelque chose, cela viendrait des dirigeants africains. Et c'est ce qui est très compliqué parce que en général, c'est à chaque fois il y a des élections politiques, il y a un flux migratoire. Et à chaque 5 ans, du coup, il faut s'attendre à beaucoup de masses qui se déplacent parce que c'est toujours les mêmes histoires pour les problèmes d'élection. Donc je pense que l'histoire de la migration, c'est un peu lié à tout cela parce que ce n'est pas facile quand même de se sentir étranger dans un autre pays. Tout le monde aimerait rester chez soi et vivre là toute sa vie, mais vu parfois des conditions qui nous poussent à aller ou qu'on ne choisit pas, du coup ça nous oblige à aller là où on peut se sentir à l'aise. Et voilà, moi c'est ça que j'ai à dire. Et je pense pour une solution à tout cela, il faut d'abord y remédier la maison par nous-mêmes, par nos propres dirigeants, avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Saïf.
Yes, I think migration will not stop because before we protected by Peshmerga, like the forces of Kurdistan, Iraq. And when the ISIS came, they suddenly escaped. So without fighting, and just the ISIS came, and people cannot fight against ISIS because they don't have a lot of weapons. And after that, now it's the situation for Yazidi in Shingal, it is very difficult, and also in Kurdistan. Because now Kurdistan wanted to be independent country, they wanted to separate from Iraq. And a lot of Yazidi people don't want to give them a voice because when ISIS came, they escaped. So if the Yazidis stay in Kurdistan, Iraq, it will be difficult for them because a lot of them don't want to give a voice. And if they go back to Shingal, also it will be difficult because there is no schools, there is no hospital, there is nothing in Shingal. And now Shingal, a lot of houses had been bombed and had been destroyed. Non, je pense que moi aussi c'est pareil. Je pense que la migration ne va pas cesser à partir de mon pays parce que quand au début notre village était protégé par les Peshmerga, mais quand Daesh est arrivé, ils ont fui. C'était pas facile, c'était impossible pratiquement de se battre contre Daesh puisqu'ils n'avaient pas assez d'armes. Mais maintenant que le Kurdistan, beaucoup de gens au Kurdistan d'Irak souhaitent devenir indépendants, beaucoup de Yézidis ne sont pas prêts à voter pour les partis qui demandent l'indépendance parce qu'ils se souviennent que les Peshmerga les ont abandonnés. Et d'un autre côté, donc, ce sera peut-être difficile pour ces Yézidis de vivre en Irak du Nord, mais ce sera aussi difficile de retourner à Shingal parce qu'il ne reste presque plus rien. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'hôpital et beaucoup de maisons ont été détruites. J'ai envie quand même d'ajouter un mot en repensant à ce que disait notamment Michel Agier lors du premier débat il y a 3 jours, enfin c'était samedi il y a 2 jours, sous ce même chapiteau. Il rappelait combien de toute façon l'immigration c'est un phénomène qui a toujours existé dans l'histoire, comment beaucoup de migrations ne sont pas forcément des migrations subies, il y a aussi des migrations souhaitées. Et il invitait, je crois, tout le monde à cesser de réfléchir dans des termes qui feraient des migrations forcément un problème. Les gens se déplacent pour des raisons parfois contraintes, parfois par choix. Au bout du compte, il y a sur notre planète, il y a toujours eu énormément de gens en mouvement, en translation, en déplacement, on peut appeler ça comme on veut, hein, la question n'est pas sémantique. Je crois que la vraie question, et c'était celle qui était posée notamment, mais aussi par les autres intervenants, par Michel Agier, c'est celle de ce droit fondamental à pouvoir se déplacer, que l'on soit en quête d'un abri parce qu'on subit une menace directe, ou parce que l'on espère trouver des conditions de vie meilleures, ou parce que l'on a envie tout simplement de parcourir le monde. Je crois que c'est important de ne pas enfermer le phénomène migratoire dans un seul de ces aspects. Et justement, Marie, comment, c'était un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, même sur la terminologie, pour le coup, sur votre manière, à bord de l'Aquarius, de respecter, je dirais, ce choix des gens qui ont choisi de quitter leur pays. Comment vous voyez ça? Comment vous le percevez sur l'Aquarius? Sur l'Aquarius, les gens nous disaient tous la même chose, c'est-à-dire que soit ils avaient Internet et ils étaient au courant qu'ils allaient au-devant de difficultés, mais de toute façon, ça ne pouvait pas être pire que ce qu'ils vivaient dans leur propre pays. Soit ils se disaient aussi que peut-être les gars sur place n'avaient pas envie de partager le gâteau et que donc on leur disait que ça allait être terrible. Voilà, donc c'était un peu pour garder une priorité sur l'arrivée en Europe qu'on leur disait ça. Soit ils se disaient aussi qu'eux, ils allaient arriver à passer au travers des mailles du filet et qu'ils n'allaient pas tomber dans des choses comme ça. Et surtout les femmes m'ont beaucoup dit qu'en fait, elles pensaient que ces histoires, parce que beaucoup évidemment sont tombées dans les réseaux de prostitution, et beaucoup d'entre elles pensaient que les femmes qui tombaient dans ces réseaux, c'est parce que peut-être elles y étaient avant. Elles n'ont pas pu imaginer que ça pouvait arriver à n'importe qui. D'autres questions?
Personne? C'est incroyable. J'ai jamais vu le public du festival aussi peu bavard. Oui, au fond. Ouais, c'est marrant qu'on s'interroge sur les manières d'arrêter les migrations, puisqu'effectivement, depuis les origines de l'humanité migre. Elle a bougé tout le temps. Et c'est en bougeant qu'elle, grâce au mélange de cultures, etc., qu'elle a évolué. Et puis, il faut quand même qu'on se rappelle un certain nombre de choses qui nous concernent, ou qui nous ont concernés ici en Bretagne, tout de même. Moi, mon arrière-grand-mère, quand elle a quitté Plougonvin pour aller travailler à Paris, il y en a qui l'accusaient d'aller manger le pain des Français. Elle allait juste gagner de quoi manger du pain. Alors, que l'humanité bouge, c'est une réalité, elle continuera à bouger. Et il n'y aura jamais de forteresse. Par contre, on peut s'interroger sur, au fait, qu'est-ce qu'on fait de Bolloré ? Qu'est-ce qu'on fait de Bolloré qui a la main sur tout le commerce maritime, une grande partie du commerce en Afrique occidentale? Qu'est-ce qu'on en fait? On l'envoie sur Mars? Voilà, on a des questions à se poser. Enfin, quand même, on vit dans un système capitaliste qui exploite le monde depuis des générations. Et on s'étonne que ce capitalisme-là fasse des ravages. Mais enfin, dans quel monde on vit? Soyons un peu conscients quand même des dégâts qu'on fait dans le monde. On consomme une électricité nucléaire qui nous coûte pas cher parce qu'on exploite les ressources au Niger et qu'on exploite les travailleurs nigériens qui bossent dans les mines dans des conditions absolument dégueulasses, abominables et qui crèvent du cancer. On oublie ça. Mais c'est nos capitalistes à nous qui sont responsables de la misère dans le tiers-monde, qui sont responsables de la misère en Afrique. Rappelons-nous ça. Et aussi les potentats qu'on entretient, qu'on continue à entretenir, parce que le système capitaliste, c'est aussi un système impérial, néocolonial, etc. Rappelons-nous ça et battons-nous contre. Ça ne sert à rien de pleurer sur la misère du monde. Il faut se battre contre ça. Il faut se battre en s'attaquant aux responsables. Merci. D'autres questions? Oui, je ne vois pas au fond. Voilà. Je m'appelle Mardin. Moi, juste une question pour Saïd. Il dit Peshmerga escape the village too, but this is not right. I think this is not right because all the Yazidi tribal is say that we are original Arab. Don't say this is we are Kurdish. Don't say never say we are Kurdish. Vraiment moi, I am angry for this because moi one Kurdish here. And Peshmerga keep all Yazidyan person. Keep all. I think this is not right. He say that, say this. Yes. This is not right, say it. Moi, I know. Moi, avec Yazidi, avec all. Because Daesh too criminal with Yazidi. But for this, Peshmerga, vraiment, do something for Yazidi and keep the other. You speak. I want you speak about Yapaga. You speak about Pakaka. You speak about other person. Merci. Merci. Stéphane, mais traduis peut-être Non, la question. Tu t'es traduit toi-même en anglais et en français. Donc non, c'est bon. Hein, c'était la même chose en anglais et en français. Maybe you think I am not right because you not live in Shingal and you not see what Peshmerga did, because when the ISIS came, Peshmerga escaped, and if the Peshmerga, okay, just 1 second, if the Peshmerga it's not escaped, 5,000 Yazidi women not be kidnapped, and a lot of Yazidi had been killed. I told you before we protected by Peshmerga, but when ISIS came, they left.
And if the Peshmerga is not left, you know, the 5,000 Yazidis women not be kidnapped, and now the ISIS rape them, and they still between ISIS hands. Non, peut-être que tu dis ça parce que tu as pas, toi tu n'es pas de Shingal, donc tu n'as pas vu ce que moi j'ai vu, mais moi je peux te dire que les Peshmerga nous ont effectivement abandonnés et qu'il y a eu 5000 Yézidis de kidnappés et des Yézidis tués aussi. D'autres questions? Oui. Oui, c'est une question au premier intervenant guinéen, parce que vous avez parlé avec beaucoup d'émotion effectivement de tous les obstacles, de toutes les embûches que vous avez subies pendant votre voyage, mais vous avez très peu parlé en tout cas de l'accueil que vous avez reçu en France. Vous avez parlé de la France comme un pays de droits de l'homme, moi je conteste ça. Vous avez peut-être, je voudrais savoir par qui vous avez été accueilli en France, par des associations ou autres, ou si vous avez de la famille ou des amis. Parce que vous avez peut-être eu de la chance, effectivement, de pouvoir rester en France, mais des centaines et des centaines de migrants sont persécutés par la répression policière, sont raflés, refoulés en Italie ou ailleurs. Et d'après l'enquête d'Amnesty International, la France est un des pays les plus répressifs d'Europe. Suleiman? Oui, ça c'est vrai. Je n'ai aucune famille en France. Je suis arrivé comme tous les autres migrants. Je pourrais même dire que je suis le premier à venir en France dans tout mon village. Un petit honneur. Et quand je suis arrivé, j'ai été accueilli pour un début par une association, là où je suis à Lille, qu'on appelle le collectif des hauts lieux, qui accueille tous les migrants qui arrivent et qui nous explique comment ça se passe, les procédures administratives du point de vue de nos droits et tout, et qui nous met en contact avec une avocate et qui a créé un endroit. Évidemment, c'était pas le bon endroit parce que c'est des tentes, mais où on peut rester en attendant d'être placé en foyer. Donc pour moi, quand je suis venu, c'était vraiment une déception. C'est une déception totale et c'est pour tous ceux qui arrivent pour un début, parce qu'au parc, là où on était dans les tentes, c'est pareil. Quand il y a un nouveau qui arrive, ça se chasse tout de suite parce que c'est la déception. La personne peut rester là dessus, sans qu'il les décide, il peut rester toute la journée sans rien dire, sans bronzer un mot, vu ce qui l'attend, quoi. Passer la nuit dans des tentes en plein hiver, suivre des procédures qui va prendre un an, je ne sais pas, des mois. Donc c'est hyper dur. Et j'ai connu aussi pareil comme tous les autres, les centres, peut-être pas un centre de rétention ou être expulsé en Espagne, mais j'ai connu plein d'autres choses parce qu'on marche tout le temps ensemble. Donc pour moi, pour un début, quand je suis arrivé, ce n'était pas du tout l'accueil que je m'attendais, parce que pour moi, un toit et l'école, c'est très important et ça ne coûterait rien à la France. Et c'est ce qui a été un problème pour moi. Et c'est pareil, je pense, pour tous les autres migrants, pouvoir avoir un toit, être au chaud et pouvoir reprendre une vie normale en partant à l'école et faire d'autres activités. Pour un début, c'est impossible. Tant que l'État français ne reconnaît pas le droit d'asile ou être reconnu mineur si l'on est, c'est impossible de pouvoir accéder à un logement normal. On est obligé d'attendre dehors, dans des tentes, ou si on est hébergé par des particuliers, par des associations ou d'autres organisations qui militent dans ce sens. Mais pour un début, ça a été pareil pour moi. Donc l'accueil qui m'a été fait pour un début, je peux dire que ce n'est pas du tout cela que j'attendais. C'est après que tout a changé, mes rêves ont pris une forme, ont pris vie quand j'ai été placé en foyer, mais dehors, c'était autre chose et ça dénature une personne. Merci. D'autres questions? Oui. Merci. Je voudrais reprendre ce qui a été dit. On est tous conscients. Non, est-ce qu'on est vraiment conscient de ce qui se passe, de la réalité là, de ce qui se passe? Je crois qu'on est tous conscients. On sait tous. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Il y a les médias, il y a les réseaux sociaux. On sait tous ce qui se passe, à une échelle plus ou moins détaillée, évidemment. Mais en fait, à cette question, est-ce qu'on est conscient? C'est plutôt, j'ai envie d'opposer,
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on est quelques-uns à se battre vraiment dans nos coins de paumés, dans une association ou dans une autre, à être en réseau aussi. Mais en fait, on décide rien vraiment. Il y a des pétitions qui circulent. Il faudrait que tout le monde signe. Il faudrait qu'on soit des milliers et des milliards, je ne sais pas, sur la planète, surtout pour faire obstacle aux politiques migratoires qui sont appliquées par les États, en fait, par les États aussi, même si on reste au niveau des États européens. Qu'est-ce qu'on fait pour bloquer ces politiques-là, en tout cas pour les empêcher de nuire aux personnes qui sont sur les routes, qui sont en exil, qui sont, comme tu dis, l'expression que vous choisissez à SOS Méditerranée, les personnes qui ont quitté leur pays, c'est ça? Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour... Choisi de quitter leur pays. Pardon? Ils ont choisi de quitter leur pays. Qui ont choisi de quitter leur pays, voilà. Enfin, quelquefois, ils n'ont pas vraiment choisi, d'ailleurs, ils ont été vraiment poussés, mais voilà. Peut-être, merci pour cette intervention. Peut-être tu pourrais, Yo-Yo, peut-être donner des rendez-vous sur des choses qui se passent à Quimper et quelques informations. Ah bah oui, merci, je vais en profiter justement. Jeudi, c'est jeudi? C'est jeudi? Jeudi, oui, jeudi de 12h à 14h. On a organisé une réunion Fraternité Douarnenez et Fraternité Quimper, donc deux associations qui aident en partie, qui aident les réfugiés qui sont arrivés en Bretagne, enfin dans le secteur ici, et qui aussi s'interrogent beaucoup sur justement ce qu'on peut faire à une plus grande échelle, au niveau plus politique peut-être, c'est-à-dire ne pas seulement mettre un pansement sur une jambe de bois. On vous convie tous, en particulier les Quimpérois et les Quimpéroises et les environs, parce qu'il y a une urgence sur Quimper. On vous invite, salle Charles-Tillon, de 12h à 14h, à réfléchir à tout ça, justement. Il y a un Prada qui vient d'ouvrir à Quimper, qui est un lieu dans un ancien hôtel bon marché, qui va rassembler presque une centaine de personnes logées dans des conditions indécentes et scandaleuses. Voilà. Et voilà, on va organiser ça. Donc, de 12h à 14h, salle Charles-Tillon. C'est l'ancienne mairie de Douarnenez, dans la rue Voltaire. Non, la rue Adolphe France. Voilà. Et c'est jeudi, c'est ça? Jeudi. Merci. D'autres questions ou remarques ou interventions? Oui. Oui, je fais également partie de Fraternité Douarnenez et je voudrais compléter l'intervention de Yo-Yo en disant qu'il y a également demain à 19h30 à la MJC dans la salle du dojo un débat qui sera traduit en arabe pour nos frères qui sont là et qui ont envie d'assister au débat. Le débat va parler des formes de mobilisation autour de tout ce qui se passe. Et il y aura aussi un autre débat vendredi à la même heure, au même endroit, donc 19h30 au dojo de la MJC. La thématique, c'est l'innommable en Finistère, exil et mobilisation. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir, c'est vachement intéressant ce qui se dit là-bas. Voilà. Merci de ces informations. D'autres interventions ou questions? Mais alors, je rappelle, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va peut-être terminer notre débat plus tôt que d'habitude. Il fait très beau, ça peut donner envie d'aller se promener sur la place. Je rappelle de toute façon que nos invités sont là toute la semaine. Souleymane présentera donc le film d'animation réalisé à partir de ses travaux, de ses œuvres de broderie le dernier jour. Ça sera samedi, hein, je pense. Pardon, vendredi, excusez-moi. Et de toute façon, il sera là, il est présent dans les lieux, tout comme Saïf. Pour ce qui est de SOS Méditerranée et de l'Aquarius, il y a d'autres rencontres. Il y a aussi un stand qui sera tenu à plusieurs jours dans la semaine, je pense. Non, malheureusement, c'était aujourd'hui le stand au Forum des associations, mais il y a la signature du livre demain à 17h à la librairie du festival. Et puis il y a d'autres débats, notamment celui, je crois,
vendredi, une palabre, qui permettront d'évoquer à nouveau le travail de SOS Méditerranée. Voilà, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de remercier nos intervenants et puis de se retrouver sur la place.